Bonjour à tous, donc je m'appelle William, je suis secrétaire à l'association 42 AI. Pour ceux qui ne connaissent pas 42 AI, donc on est une association qui a pour le but de promouvoir l'intelligence artificielle à 42. Donc on organise des conférences comme celle-ci assez régulièrement. La prochaine d'ailleurs, ça va être le jeudi 22 février avec Georges Usbelger pour l'informatique quantique. On est en train aussi de développer une branche d'intelligence artificielle à 42. Donc qui va vous amener plusieurs sujets. Et vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. On a un Medium aussi où on poste des blogs de temps en temps. Et on a un Slack où vous pouvez nous poser un peu toutes les questions que vous voulez sur l'intelligence artificielle. On met pas mal de ressources sur des choses qu'on trouve intéressantes. Et on vous invite aussi à venir partager, ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, on invite Pierre Bessières pour nous parler du bayésien, qui est chercheur au CNRS, et je te passe la parole. Merci. Donc, mon nom, c'est facile à retenir, c'est comme le boulevard, sans le S. Hein. Mais voilà. Alors, je vais peut-être allumer ça. On va faire une petite exploration autour des questions autour de l'intelligence. Et je devrais dire tout de suite les intelligences, parce qu'on va parler d'intelligence artificielle et d'intelligence naturelle. Et puis surtout, on va aussi voir que l'intelligence naturelle même, il y en a tout un tas de sortes différentes. Et qu'entre un joueur d'échecs et puis un sportif, il y a différentes formes d'intelligence qui posent des problèmes complètement différents les uns des autres. Et puis même les animaux ont tous des problèmes à résoudre et donc on développe certains modèles d'intelligence encore une fois différents. Alors, je vais surtout vous parler de proba et de probabilité bayésienne. Mais comme on est à 42, je vais faire comme sur le guide du routard galactique, hein, c'est sur la première page. Don't panique, on ne va pas parler beaucoup de maths, un petit peu, mais c'est plutôt pour susciter vos questions. Si vous avez des questions techniques, etc., vous serez toujours bienvenus pour les poser, soit après, soit même en dehors. Alors, une question intéressante, c'est qui est le plus intelligent entre Kasparov et Deep Blue, et puis maintenant au jeu de Go? Le problème est définitivement réglé et c'est l'ordinateur qui gagne. Il n'y a pas photo. Alors que pourtant, pour nous, un joueur d'échecs, un grand maître d'échecs, c'est tout de même quelqu'un de très intelligent, pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas capable de faire aussi bien que lui. Alors, par contre, quand il s'agit non pas de jouer aux échecs, mais de jouer avec les échecs, c'est-à-dire de déplacer les pièces sur un échiquier, et bien là, il n'y a pas photo non plus. Un enfant de 4-5 ans est meilleur que n'importe quel robot. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'existe pas de robot qui soit capable de déplacer des pièces sur n'importe quel échiquier, dans n'importe quelle condition. Alors qu'un enfant, vous lui donnez, du moment que les pièces ne sont pas trop lourdes pour lui, vous pouvez lui donner des pièces grandes comme ça, des toutes petites, vous pouvez même le mettre dans une piscine avec le jeu d'échecs. Il va arriver à déplacer les pièces sur le jeu. Et aucun robot n'est capable de faire ça actuellement. Alors, comment c'est possible ? Quelle est la différence de nature entre ces deux problèmes ? Eh bien, je pense que la différence fondamentale, c'est la complétude, ce qu'on appelle la complétude, c'est-à-dire, pour jouer aux échecs, toute l'information dont on a besoin, elle est à portée de main. On sait exactement la limite des informations dont on a besoin. On a besoin des règles, de l'échiquier et des places des pièces sur le jeu, et c'est tout. Et la difficulté, après, c'est la combinatoire. Pour déplacer les pièces physiquement et pour tout problème sensorimoteur en général, là, c'est complètement différent parce qu'on n'est pas capable de construire un modèle complet où il y a toute l'information nécessaire pour faire ça. On est toujours dans une situation où il nous manque de l'information et on doit faire avec ce qu'on a. Et c'est là que les probabilités vont venir et prendre leur rôle.
Alors, juste pour continuer, ben là, c'est une photo de quand Kasparov a perdu. Donc, l'ordi qui est là, il est nettement plus intelligent que lui. Par contre, il y a cet illustre inconnu là qui lit les lignes et puis qui déplace les pièces. Donc, a priori, il est plus intelligent que lui. Et puis, bah, Kasparov, en tout cas pour jouer aux échecs, est plus intelligent que celui-là. Donc, voilà, on a un cycle qui prouve bien que l'intelligence, c'est pas aussi simple que c'est pas une note, quoi. C'est pas un QI. Alors, on peut aussi voir le problème en se demandant quel est l'ADN de l'ordinateur. Ben, l'ADN de l'ordinateur, c'est la machine à calculer, hein, c'est leurs ancêtres. Et puis finalement, ça sait faire les 4 opérations. Et finalement, les ordinateurs actuels, ils ne savent pas faire grand-chose de plus. Ils en font des très compliqués, ils en enchaînent énormément en très peu de temps. Mais dans leur principe, ils ne savent pas faire grand-chose de plus. Disons qu'ils savent faire les opérations logiques de base, et c'est tout. Tout ce qu'ils font se ramène aux opérations logiques de base. L'ADN, notre ADN, ben, il a un problème un peu différent qu'il devait résoudre, hein. C'est-à-dire que nous, notre problème, c'était essentiellement un problème de perception et d'action, sensorielle et moteur. Comment survivre, comment trouver de la nourriture, comment transférer nos gènes à nos descendants. C'est ça nos problèmes de base. Et notre cerveau, notre système nerveux, il a été conçu pour résoudre ce problème-là, complètement incomplet. On n'a toujours que très peu d'informations pour résoudre ce problème. Alors on peut aller plus loin, ben, je vous présente Chlamydomonas. C'est une algue unicellulaire qui fait à peu près un dixième de millimètre, même un peu moins, quelques centièmes de millimètre de taille. Donc à peu près invisible à l'œil nu. Et elle est formidable, elle a plein de choses. Elle a déjà 2 petites flagelles qui lui permettent de nager la brasse. Et elle nage la brasse parce qu'elle a besoin de lumière, mais pas trop. Donc il faut qu'elle prenne des décisions sensorimotrices pour aller vers la lumière, quand elle en a besoin, pour avoir de l'énergie. Et puis des décisions sensorimotrices aussi pour fuir la lumière quand il y en a trop et qu'elle risque de griller. Et pour ça, elle a tout un tas de choses formidables. Peut-être que je vous détaillerai ça. En particulier, elle a un œil. Alors, comment une cellule unique peut-elle avoir un œil? Ben, elle a une petite zone qui est sensible à la lumière. Une de ses particularités, c'est que quand elle nage en hélice. Et donc, son œil tourne comme un radar. Il scanne, si vous voulez, la lumière pour savoir d'où elle vient. On reviendra sur Chlamydomonas, mais vous comprenez bien qu'elle n'a pas un modèle complet de l'univers qui l'entoure. Elle n'a qu'une information extrêmement rudimentaire. Et malgré tout, elle est capable de survivre et de décider. Et elle prend des décisions pour savoir quand elle doit aller vers la lumière ou quand elle doit le fuir, entre autres. Donc elle a le même problème qui est de décider avec de l'incomplétude. Alors, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler brièvement des mérites comparés des probabilités de la logique, comme modèle de la raison, de la décision. Et ensuite, bien sûr, je vous convaincrai sûrement que les probabilités, c'est super bien et beaucoup mieux que la logique. Et du coup, après, on regardera si on peut programmer avec des probas, si le cerveau est probabiliste, même si une cellule est probabiliste. Et puis, je vous parlerai un petit peu de notre projet actuel, qui est de construire des machines probabilistes. Alors, je vais vous proposer quelques petites expériences pour vous convaincre sur ce qu'est la perception et l'action. Donc là, c'est une petite expérience de perception. Donc, vous avez 2 équipes, les blancs et les noirs. Chacune a un ballon de basket. Et le but de l'expérience, c'est de compter combien les blancs se font de passes. Alors attention, il faut être un peu attentif, c'est pas si facile que ça. Donc le ballon des blancs est par là, et il faut compter le nombre de passes.
Alors, combien de passes? Qui a vu le gorille? Oh là là! Vous le connaissiez déjà, parce qu'en général, il y a beaucoup moins de gens que ça qui voient le gorille. Hein. En général, c'est autour de 10-15% des gens qui voient le gorille, les autres ne le voient pas. Donc, je ne sais pas s'il faut que je leur montre. Je vais tout de même leur monter pour ceux qui n'ont pas vu le gorille. Vous inquiétez pas, hein, c'est normal si vous n'avez pas vu le gorille. Hein. Si on voit le gorille, c'est un petit peu inquiétant en fait. Non mais j'ai fait le test avec des... on fait une grande fête pour le Nouvel An où on est 120 et quelques. Et j'ai fait le test avec les gens qui étaient là. Et ce que j'ai constaté, c'est que les enfants de moins de 10 ans voyaient tous le gorille. Alors que chez les adultes, c'est en gros 15% qui voient le gorille. Donc c'est un petit peu inquiétant quand on le voit. Bon, enfin, ça c'est pour vous convaincre que... disons que la perception est toujours orientée par l'action. C'est-à-dire que on n'est pas spectateur devant le monde comme ça. Non, on regarde le monde, on le perçoit toujours avec un but en tête, ce qu'on cherche à faire. Et c'est ça qui nous permet de percevoir. Ça simplifie en fait le problème de la perception, d'avoir un but. Parce qu'on cherche les informations qui sont pour ce but. Alors, les probabilités ou la logique comme le modèle de la rationalité, donc je vais aller assez vite là-dessus, mais disons que jusqu'à maintenant, le modèle fondamental de la raison, du bon raisonnement, c'est la logique. C'est ça qui a permis le développement des maths dans les 200 dernières années. Et puis ça a surtout permis le développement de ça. Hein, puisque ça n'est qu'une machine à faire des opérations logiques. La seule chose qu'il connaît, c'est AND, OR, XOR, etc. C'est tout ce qu'il fait. Il ne fait rien d'autre. Donc c'est purement de la logique. Donc formidable tout de même. Hein, ça a fait beaucoup de choses. Par contre, la logique, elle a des problèmes dès qu'elle n'a plus toute l'information nécessaire sous la main. Dès qu'on est en situation d'incomplétude, ben, elle ne sait plus quoi faire. On va voir juste un exemple juste après. Et donc, ce que des gens ont proposé, en particulier un physicien américain, c'est de dire, ben, en fait, les probas sont une extension de la logique qui permet de raisonner en situation d'incomplétude. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a l'apprentissage qui permet de transformer l'incomplétude en incertitude, c'est-à-dire sous forme de distribution de probabilité qu'on va pouvoir manipuler. Donc l'apprentissage, c'est vraiment ça son rôle. Et puis, une fois qu'on a ces distributions de probabilité, ben, on va pouvoir faire, en logique, si vous voulez, il y a une seule règle pour faire de l'inférence. Hein, et en proba, on en a besoin de deux. Mais on peut faire des raisonnements très compliqués avec ces deux règles. Alors, quelles sont les règles? Ben, il y en a une qui est la normalisation, c'est-à-dire la somme sur toutes les valeurs possibles d'une variable de la probabilité sur cette variable est égale à 1. Et puis il y en a une autre, c'est celle que vous avez déjà vue tout à l'heure, qui est le théorème de Bayes, qui nous dit que la probabilité d'une variable A sachant la valeur d'une variable B, c'est égal à la probabilité de B sachant A que multiplie la probabilité de A et que divise la probabilité de B. Voilà, des règles élémentaires. Et c'est tout ce dont on a besoin quand on fait des probas avec des variables discrètes. Si les variables sont continues, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais avec des variables discrètes, on peut déjà faire énormément de choses. Et avec ces deux règles. Alors, juste pour vous faire sentir la capacité des probas par rapport à la logique, on va revenir aux bases élémentaires de la logique. C'est ce qu'on appelle les syllogismes. Donc les syllogismes, c'est extrêmement simple. Il y a le modus ponens qui dit que si on sait que A est vrai et si on sait que A implique B, alors on peut en déduire B. Donc si A c'est X est divisible par 9, si B c'est X est divisible par 3, ben on sait que A implique B, puisque si X est divisible par 9, il est divisible par 3. Et si on apprend qu'il est divisible par 9, A, ben on peut en déduire qu'il est divisible par 3, B. Élémentaire. En proba, ça se traduit par une seule expression, P de B sachant A, donc la probabilité qu'il soit divisible par 9, sachant qu'il est divisible par 3, est égale à 1. Et ça résume l'ensemble de tout ça.
Il y a le modus tollens qui est en gros la même chose, mais quand on part de non B, je ne vais pas détailler. Voilà. Alors, il y a un problème en logique qui est que si on sait B et A implique B, ben on ne sait rien dire. Donc B, c'est X est divisible par 3. On sait que si X est divisible par 9, alors il est divisible par 3. La logique, elle ne peut rien vous dire. Pourtant, vous avez envie de dire quelque chose. Si vous savez que c'est divisible par 3, ben oui, il y a plus de chances que ça soit divisible par 9. Et ben les probas vous permettent de faire ça, puisque la probabilité que X soit divisible par 9, sachant que B est divisible par 3, grâce à la règle de Bayes, c'est égal à ça. Et ça, c'est supérieur à la probabilité de A. Pourquoi? Parce que P de B sachant A égale 1. Ça, c'est l'implication. Et P de B est inférieur à 1, donc je divise par quelque chose de plus petit que 1, donc c'est supérieur à P de A. Donc, les probas, elles vous permettent de faire ce type de raisonnement qu'intuitivement vous avez envie de faire et que la logique ne vous permet pas de faire. Mais évidemment, vous n'êtes pas sûr. La logique, elle vous donne que des certitudes. Vrai, faux. Là, vous n'êtes pas sûr. Ça vous dit juste, bah oui, si je sais que c'est divisible par 3, j'ai plus de chances que ça soit divisible par 9 que si je ne sais pas. Alors, voilà, je ne vous en dis pas grand-chose. On peut aller beaucoup plus loin, bien sûr, hein, pour montrer les intérêts comparés des probabilités et de la logique. Les probabilités, en gros, sont un surensemble. Donc, tout raisonnement logique peut être fait avec des probabilités. Ce n'est pas forcément la bonne manière de le faire, en particulier sur une machine, mais c'est faisable mathématiquement. Mais on peut donc démontrer tout un tas de théorèmes là-dessus. Mais ce qui est intéressant comme question, c'est de savoir, OK, maintenant, je veux utiliser les probas pour raisonner, pour résoudre des problèmes. Est-ce que je peux trouver quelque chose qui ressemble à de la programmation avec des probabilités? Alors là, je vais vous décrire un système qu'on a développé nous, mais il y en a plein. Il y en a eu plein aux États-Unis, qu'on a appelé Bayesian Programming. Alors, c'est un langage déclaratif. Est-ce que vous êtes familier avec la notion de langage déclaratif et de langage impératif? Ce que vous apprenez ici, c'est presque tous des langages impératifs. C'est-à-dire que vous écrivez des lignes de code qui disent à la machine ce qu'elle doit faire. Il y a quelques langages qui sont des langages déclaratifs, où ce que vous donnez, c'est un modèle. Vous décrivez un modèle. Et ensuite, vous pouvez poser des questions à ce modèle. Donc, vous avez déclaré le modèle, et ensuite, vous allez lui poser des questions. Donc, c'est exactement ce qu'on va avoir là. La description, ça va être le modèle, et puis on va lui poser des questions. Alors, la description elle-même, elle va être faite en deux parties. Une partie qui est la spécification, c'est-à-dire ce que donne le programmeur. Et puis, vous avez vu que pour l'incomplétude, on avait besoin de faire de l'apprentissage, d'utiliser les données. Donc, il y a une partie identification qui va correspondre à l'apprentissage. Alors, elle-même, la spécification, elle va être faite en trois parties. Premièrement, le choix des variables. Alors, je vais prendre un petit exemple. L'exemple du GPS, par exemple. D'accord? Donc, on a des variables d'état. Donc, dans le GPS, c'est votre position et votre vitesse à la surface du globe terrestre. Et puis, vous avez des variables d'observation. Dans le GPS, c'est des choses assez compliquées, mais disons que c'est les temps de vol depuis les satellites. Du signal que le satellite vous envoie jusqu'à votre récepteur GPS. Et ça, vous l'avez à différents instants dans le temps. 0 à t. Et donc ça, c'est votre vitesse et votre position à l'instant 0 jusqu'à l'instant t. Et puis, observation des temps de vol du satellite de l'instant 0 à l'instant t. Ça, c'est vos variables. Alors, si vous vous intéressez à la distribution conjointe sur tout ça, qui vous donne toute l'information, ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que ça a une dimension absolument gigantesque. Hein, puisque c'est le cardinal de chacune de ces variables, puissance le nombre de variables. Donc c'est très vite énorme. Donc il faut trouver un moyen d'exprimer ça de manière plus condensée. Et ça s'exprime comme un produit de distribution beaucoup plus simple. Et dans le cas du GPS, c'est un
quelque chose de très connu quand on a un phénomène dans le temps. Eh bien, on a ici un modèle dynamique qui nous dit, si je suis à telle position et à telle vitesse à l'instant i-1, j'ai une certaine probabilité d'être à telle position et telle vitesse à l'instant i. Et puis, si je suis à telle position à l'instant i, eh bien, je peux prédire, de manière probabiliste, le temps de vol que les signaux vont mettre des différents satellites que j'observe. Donc, vous avez le modèle dynamique et puis le modèle d'observation. Et ça, c'est une expression beaucoup plus simple de tout ça. Alors maintenant, dernière étape, il faut choisir des formes paramétriques, c'est-à-dire les formes mathématiques de tout ça. Donc, on va prendre comme exemple que des gaussiennes, et même avec une contrainte de linéarité, je ne rentre pas dans les détails. Et quand vous avez ça, on a ce qu'on appelle un filtre de Kalman. Des filtres de Kalman, il y en a partout, donc dans le GPS, mais il y en a dans plein de systèmes. C'est quelque chose d'assez ancien, qui a une quarantaine d'années, ou par là, peut-être 50 même, et qui a été pratiquement trouvé sans la partie... Enfin, la partie probabiliste n'était pas la préoccupation centrale. Mais ça a pris énormément d'applications industrielles. Alors ensuite, il y a la partie apprentissage, où vous pouvez donc apprendre les paramètres qui vous manquent à partir d'expériences. Et puis ensuite, vous pouvez poser des questions. Donc la question du GPS, c'est la probabilité d'être à telle position et à telle vitesse, sachant toutes mes observations des satellites que j'ai eues depuis le début. Alors, une fois que vous avez ça, donc ça, c'est la partie déclarative. Et puis ça, c'est la partie question. Vous pouvez poser d'autres questions, hein, bien sûr. Typiquement, ça a été utilisé beaucoup à un moment donné dans la reconnaissance des langues naturelles. Ils ont changé de technique maintenant. Mais donc, on posait des questions où on avait des séries de S. Donc, quelle est la phrase, sachant les sons perçus. Mais on peut poser les questions qu'on veut. On peut traduire ça en C, par exemple. Donc, vous avez la partie déclarative, vous avez la partie question. Et puis ensuite, vous avez un moteur d'inférence qui résout le problème pour vous. Donc, essentiellement, il doit, dans un espace immense de très grande dimension, essayer de trouver les zones de forte probabilité. Alors, nous, on a fait ça, mais comme je vous dis, il y a pas mal de gens aux États-Unis qui ont fait des choses un peu comparables. Et on a créé une société qui s'appelle probayes.com. On a créé ça en 2003. Et on a été, l'année dernière, il y avait une quarantaine de personnes, on a été racheté par le groupe La Poste, en fait, qui avait besoin de faire de l'intelligence artificielle. Donc, voilà. Et depuis, il y a presque 70 personnes maintenant. Juste pour la petite histoire, vous avez failli ne pas vous appeler 42. Je vous explique pourquoi. En 2003, on s'est réunis, les 5 créateurs, dans un restaurant de tagine à Grenoble, pour choisir le nom. Et j'ai milité pour qu'on s'appelle 42. Et ils n'ont pas voulu. Ces idiots n'ont pas voulu. Voilà. Mais on a failli vraiment s'appeler 42 et vous vous seriez appelé, je ne sais pas comment. Mais... Et ça, c'est la partie recherche où on utilise donc ici, on utilise tout ça pour faire des applications industrielles. Je vous en parlerai très brièvement d'une un peu plus tard. Et ici, on utilise tout ça dans la partie recherche pour faire des modèles du vivant, etc. Je regarde l'heure parce que... de la robotique. On a fait plein de robotique. Donc, des petits robots, des bras simulés, des vrais bras, des voitures et des jeux vidéo. Pas mal de jeux vidéo. Alors, juste un petit exemple avec les voitures. Bon, je ne vais pas vous décrire le modèle. Hein. Voilà. Donc, c'est une voiture sans chauffeur. Donc là sa mission, c'est de suivre la rue en évitant tous les obstacles. Donc, une voiture qui recule, une voiture arrêtée. Elle va essayer de la doubler. Voilà.
Et puis, vous allez voir les étudiants complètement inconscients. Il n'y a personne qui a le bouton d'arrêt d'urgence dans la main. Et lui, il jette ses clés devant. Et voilà. Là, nous, on est un peu pâle parce que les bugs, ça existe. Voilà. Alors, un peu la même chose. Ça, c'est ce qui s'appelle l'algorithme du BOF, Bayesian Occupancy Filter. Donc, ça a été fait pour un constructeur japonais, comme vous le voyez, on roule à gauche. Et donc, ce que vous voyez en bas, c'est des probabilités d'occupation qui servent à déterminer quelles sont les voitures qui sont autour, leur position, leur vitesse, et surtout détecter s'il y a un risque de collision. Les Japonais, comme moi, un peu, ne croient pas vraiment à la voiture totalement autonome, mais à tout un tas d'aides à la conduite qui diminuent les risques d'accident, etc. Voilà. Alors, les jeux vidéo. Alors, StarCraft. Donc, d'habitude, je suis devant un public de vieilles barbes et je dois faire l'article pour les jeux vidéo. Je pense que pour vous, vous appréciez. Et donc, StarCraft, c'est formidable parce que c'est un mélange du piano et des échecs. Donc là, on voit les mains. Hein. Donc les meilleurs joueurs de StarCraft sont à 400 actions par minute. Exactement comme les meilleurs pianistes, quand ils jouent des morceaux très rapides. Les joueurs professionnels de StarCraft font des gammes, exactement comme les pianistes. C'est-à-dire qu'il y a des enchaînements de touches, donc ils les répètent pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Alors par contre, contrairement aux pianistes, ils ne jouent pas une partition fixe. Ils jouent une partition qui est issue de décisions stratégiques qui, elles, ressemblent étrangement au jeu d'échecs. Enfin, au jeu de stratégie de plateau habituel. Donc, c'est tout à fait remarquable, hein, puisqu'ils combinent deux opérations de passe-temps extrêmement louables. Ça, c'est mon article que je fais pour leur dire que les jeux vidéo, c'est bien. Donc, il y a eu une thèse sur StarCraft, sur une intelligence artificielle de StarCraft, par Gabriel Sinev, qui est maintenant au centre de recherche de Facebook à New York, où d'ailleurs, il a travaillé sur des problèmes de langage. Et maintenant, il retravaille sur StarCraft parce que Google et Facebook se sont lancés dans une compétition autour de StarCraft. Et donc, c'est à celui qui montrera qui fait le meilleur boulot. Parce que ce qui est bien aussi avec StarCraft, c'est qu'on peut faire des compétitions de bots. Donc, les programmes les uns contre les autres. Alors, juste la combinatoire. Hein, la combinatoire des échecs, à chaque coup, vous avez à peu près 35 choix possibles. Et puis, vous avez de l'ordre de 80 coups dans une partie. Donc, la combinatoire, c'est 35 puissance 80. C'est déjà beaucoup. Dans les RTS, par exemple StarCraft, alors le nombre de coups possibles à un moment donné est déjà énorme. Il est déjà très très grand. C'est peut-être un peu exagéré parce qu'il y a tout un tas de coups qui n'ont vraiment aucun intérêt dans les 25 puissance 100, mais il est très très grand, beaucoup plus grand que ça. Et puis la partie, elle est beaucoup plus longue puisque vous avez des micro-décisions, donc vous avez un très très grand nombre de coups. J'ose même pas vous dire combien font 25 puissance 100 à la puissance 28 000. C'est beaucoup. Beaucoup plus que le nombre de particules élémentaires dans l'univers. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'information partielle, l'incomplétude. Hein. Aux échecs, au Go, c'est 0. C'est-à-dire, vous voyez totalement le jeu de l'adversaire. Dans les RTS, elle est en général très grande parce qu'il y a ce qu'on appelle un brouillard de guerre. Donc, vous ne voyez qu'une petite partie de l'échiquier. Vous ne savez pas ce que fait l'adversaire. Alors, vous pouvez envoyer des explorateurs qui vont vous dire à un moment donné ce qu'il fait, mais quelques coups après, ça sera plus vrai parce que vous ne le verrez plus, il aura fait autre chose, etc. Donc, il y a beaucoup d'incomplétudes. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant de faire des probas dans StarCraft. Voilà.
Donc il a fait différentes parties. Là, il y a ce qu'on appelle les micro-décisions. Donc c'est ce que fait le gars avec ses doigts. Là, il y a les décisions tactiques, c'est-à-dire à relativement court terme, et puis il y a des décisions stratégiques. Donc voilà des micro-décisions. Donc là, ils sont bleus ou rouges? On ne voit pas très bien. Ils sont rouges, je crois. Donc ça, c'est ceux qui ont le programme probabiliste, et ça, c'est l'intelligence classique du jeu. Donc les décisions probabilistes, ici, ce qu'elles ont de plus fort, c'est qu'elles prennent des décisions de recul, assez souvent, pour aller se réparer, ou parce qu'elles sont trop soumises à pression des unités adverses. Et la victoire approche. Voilà. Les rouges ont gagné. On est content. Et donc sur les micro-décisions, l'ordinateur est rapidement beaucoup plus fort que l'homme parce que la vitesse est cruciale, quoi. Alors sur les décisions tactiques, je coupe l'excité. Là, je ne sais pas si vous avez vu, les spécialistes ont dû voir qu'il y avait un drop. Je ne sais pas très bien ce que c'est qu'un drop. Enfin, je sais ce que c'est, mais c'est déjà au-delà de mon niveau à StarCraft. Mais voilà, donc c'est une décision tactique qui est prise aussi par un programme probabiliste. Je ne vous détaille pas le programme, hein. Et là, c'est la partie stratégique. Donc à StarCraft, il y a des ouvertures exactement comme aux échecs. Des ouvertures classiques. Et comme aux échecs, il faut essayer de comprendre, enfin, pas comme aux échecs, puisque aux échecs, vous voyez l'ouverture que fait celui qui est en face de vous. Mais là, justement, vous ne la voyez pas, en tout cas pas tout de suite. Donc, il faut essayer de deviner le plus tôt possible quelle est l'ouverture qui est faite. Donc là, il y a... En fait, ici, vous découvrez des bâtiments ou des mouvements qui ont été faits par l'adversaire. Et au fur et à mesure, votre connaissance de l'ouverture va évoluer. Ça, c'est une particularité des probas qui est très intéressante aussi, qui est que, en fonction de vos observations, vous pouvez réviser votre croyance. Donc au début, vous croyez que c'est l'ouverture de factory, 2 usines, l'ouverture drop, qui privilégie d'aller faire un drop très rapide chez l'adversaire, est moyenne. Et puis tout d'un coup, ici, on voit des choses nouvelles et on change d'avis et l'ouverture drop devient très probable et vous pouvez changer votre stratégie de manière à contrer l'ouverture de l'autre. Alors, un petit peu différent, mais finalement pas tant que ça. C'est une application industrielle qui a été faite à ProBayes. Donc, CMA-CGM, c'est la 3e compagnie de conteneurs mondiale. Donc, ils ont 3 millions de conteneurs qui se trimballent à travers le monde. Donc, les conteneurs, c'est juste des boîtes qui donnent à des gens. Les gens les remplissent de trucs, on ne sait pas quoi. Ils ne veulent pas le savoir. Et puis, ils leur donnent à transporter. Et à l'autre bout, on le donne au client, qui l'emmène chez lui, qui le vide et qui ramène la boîte vide. Et donc, le problème, c'est de savoir quand reviennent les boîtes vides et où, pour pouvoir les relouer à quelqu'un d'autre, et puis éventuellement les transporter à un endroit où on aura besoin de boîtes vides. Alors, vous pouvez vous dire, mais attendez, il n'y a pas d'incertitude là-dedans, parce que tout le monde sait où sont les boîtes. Pas du tout. Ils ne savent absolument pas où sont leurs boîtes. Parce que c'est très compliqué, parce qu'en fait, il y a des échanges dans les ports. Donc, quand ils sont sur les bateaux, ils savent à peu près, encore à peu près. Dans les ports, ils savent déjà beaucoup moins bien, parce que c'est géré par quelqu'un d'autre. Et puis alors, quand ça part chez les clients, ça devient vraiment la pagaille. Ils ne savent pas où elles sont, ils ne savent pas quand elles vont venir. Et il y a énormément d'incertitudes sur les temps de tout ça, parce que avec des variables bizarres, par exemple, tout ce qui est fête, religieuse, nationale, etc., perturbe complètement le système, parce que vous arrivez dans un port, dans un pays musulman, un jour de Ramadan, enfin en plein Ramadan, vous allez mettre 2 fois plus longtemps. Vous arrivez en Europe, entre Noël et le Nouvel An, n'en parlons pas.
il y a ce qu'ils appellent la Golden Week en Chine. Donc ça dure une semaine. Et ça sème la panique dans tous les conteneurs à travers le monde. Parce qu'il y en a tellement qui viennent de Chine que ça sème la panique. Donc vous avez une espèce d'onde qui se propage, de perturbation, qui se propage à partir de la Chine sur la Golden Week, à travers le monde comme ça. Et le but des systèmes, c'est donc d'essayer de prédire tout ça et de pouvoir leur dire, telle semaine, vous allez avoir un creux de conteneurs vides qui vont être rendus. Et comme vous allez avoir beaucoup de demandes, il faut en faire venir d'ailleurs, etc. Voilà. Et le modèle probabiliste qui résout ça ressemble en fait pas mal à la partie tactique de StarCraft. Alors, deuxième petite expérience. Donc là, il faut. J'espère que vous ne la connaissez pas. Hein, vous ne me gâchez pas l'effet comme la première fois. Hein. Donc, je vais vous poser une première question, et puis une deuxième. Et la deuxième, il faudra essayer d'y répondre le plus naturellement possible. Donc, de quelle couleur est la neige? Que boit une vache? De l'eau. Merci. Merci, il y en a plein qui ne me l'ont pas gâché. Merci bien. Voilà. Donc, ça, évidemment, c'est un petit peu un gadget, mais c'est d'une certaine manière assez révélateur qu'on n'est pas en train de faire un raisonnement logique rigoureux. On a plutôt des activations dans notre cerveau, d'accord? Et en posant la question de quelle couleur est la neige, j'active le blanc. Et après, j'active vache, et vache, ça active lait. Lait et blanc, ça va ensemble, et on répond lait. D'accord? Oui. Pardon. Attendez. Pour toutes les questions, c'est dans le micro. Ça a un rapport avec un pied dans la porte en manipulation? C'est une bonne question. Ouais, un peu lointain. Mais disons qu'il y a tout ce qui, en psychologie, s'appelle l'amorçage. Voilà, l'amorçage. Et le pied dans la porte fait partie des techniques d'amorçage. Okay. Donc, on vous oriente, on amorce en vous faisant résoudre un problème, en vous faisant voir quelque chose, etc. Il y a une image très... Je l'ai pas là. Enfin, je crois pas, non. Il y a une image très célèbre qui est ambiguë entre... je l'ai peut-être, j'essaierai de la retrouver à la fin. Entre une vieille femme, une vieille sorcière, et puis une jeune femme très belle. C'est la même image, mais on peut la lire différemment. Et donc, ils ont fait écouter à des gens, alors ils en ont pris certains et leur ont fait écouter une musique sinistre, etc. Et à d'autres, un truc qui balançait un peu. Et après, on leur montre la photo. Et suivant que vous avez écouté la musique sinistre ou la musique gaie, vous allez avoir un biais vers la jolie fille ou vers la vieille sorcière. Hein? Et ça se mesure très bien, quoi. Donc ça, c'est typiquement de l'amorçage. Et le pied dans la porte, c'est de l'amorçage aussi. Par exemple, il y a un truc très connu qui est quand vous voulez faire ils ont testé ça. Hein, vous faites la manche en demandant l'heure d'abord. Et si vous avez demandé l'heure, donc la personne s'est engagée, elle a été amorcée d'une certaine manière, et elle va beaucoup plus facilement vous filer 1 euro derrière. C'est Robert Cialdini, ça. Pardon? Robert Cialdini qui a écrit un bouquin là-dessus. Le bouquin que je connais, alors je ne sais plus le nom de l'auteur, ça s'appelle Technique de manipulation à destination des gens bien ou honnêtes. Bien intentionné, voilà. Bien intentionné. Voilà, exactement. Alors, question suivante. Est-ce que le cerveau est bayésien et fait des probabilités? Donc ça, c'est une question débattue. Alors, beaucoup de gens ont dit mais non, le cerveau ne fait pas des probabilités. Regardez, on est incapable de faire du calcul probabiliste de tête. Très difficile. Souvent contre-intuitif. Il y a plein de problèmes où on donne des réponses qui ne vont pas du tout avec le calcul. Mais ce n'est pas ça qui est la question. C'est est-ce qu'on fait des probabilités sans le savoir, comme M. Journon? Alors,
il y a des bons indices tout de même que c'est oui, puisque là, il y a une petite expérience où cette personne fait des tirages de boules rouges et blanches. Ici, elle a 3 boules rouges, puis une boule blanche. Ici, c'est pareil. Et ensuite, on ouvre la trappe et on mesure votre surprise suivant ce contenu de l'urne, où il y a essentiellement des blanches, alors que là, vous aviez essentiellement des rouges, ou celui-ci. Eh bien, des enfants de 8 mois sont surpris quand ils voient ça. On sait mesurer leur surprise, leur intérêt, etc. Et les enfants de 8 mois sont totalement surpris quand ils voient ça. Donc, on ne sait pas comment ils font, hein, mais ils ont une capacité à évaluer le fait que ça, c'est improbable quand on a vu cette sortie-là. Alors, si vous êtes intéressé par ça, il y a eu 2 années de cours au Collège de France par Stanislas Dehaene. Donc, on trouve ça sur Internet. Hein, c'est très bien réalisé. En plus, c'est un génie de la pédagogie. On a toujours l'impression qu'on est intelligent quand on écoute ses cours. Donc, je vous conseille d'aller voir. Alors, nous, on a fait quelques petites expériences avec des bébés, avec les otolithes. Ça, c'est un système extraordinaire qu'on a ici, qui est une centrale inertielle. Hein. Donc, on a tous dans l'oreille interne une centrale inertielle qui mesure les 3 accélérations en rotation et 2 accélérations linéaires. C'est un système extrêmement ancien qui existe chez tous les vertébrés. Donc en particulier chez les poissons. Et une des importances de ce système, c'est son couplage avec la vision, et en particulier qui permet de stabiliser le regard. Parce que pour traiter l'information visuelle, vous avez un problème, enfin tous ceux qui ont des yeux ont un problème, qui est d'avoir une image qui ne bouge pas trop. Si l'image bouge beaucoup, ben, vous êtes perdu. Alors nous, ce système est extrêmement couplé avec notre vue. Donc, par exemple, si vous prenez un livre et que vous bougez le livre comme ça, vous ne pouvez pas lire. D'accord ? Par contre, vous faites ça et vous arrivez à lire. Essayez, quand vous aurez un papier chez vous, vous verrez, c'est incroyable. Bon, là, je pars dans des... Bon, ça va mettre trop longtemps si je fais ça, donc recentrons-nous. Donc, j'aime bien celui-là tout de même. Parce que beaucoup de modèles bayésiens ont été faits pour traiter des illusions. Donc, quel est un problème de la perception? C'est que c'est un problème mal posé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est mal posé? Ben, en fait, il est inverse et mal posé. Donc, si vous savez quel est l'objet, vous êtes capable de calculer de manière unique quelle est sa projection sur la rétine. D'accord? Mais ce n'est pas votre problème, ça. Votre problème, c'est le problème inverse. Vous avez une projection sur la rétine et vous voulez savoir quel est l'objet. Quelle est sa forme, quel est son mouvement, quelle est sa distance, sa position, etc. Ce problème-là, il est beaucoup plus difficile parce qu'il a une infinité de solutions. Hein? Bon, je ne peux pas faire de petits dessins, mais ce n'est pas grave. En gros, quand vous voyez un cube, ben, ça peut être un cube, mais ça peut être un truc allongé que vous voyez en perspective. Il y a tout un tas de solutions possibles. Votre perception, c'est tout le temps comme ça. Il y a énormément de solutions possibles, il faut que vous choisissiez dans ces solutions. Et en général, vous choisissez avec des a priori. C'est-à-dire, vous avez des connaissances qui vous permettent de choisir dans cette foultitude de solutions possibles avec des a priori. Donc ici, ce que vous voyez, ben, je ne sais pas si vous comprenez ce que vous voyez. Même quand on le sait, ce n'est pas facile. En fait, c'est un masque qui tourne tout le temps dans le même sens. D'accord? Donc voilà, là, on est face au masque. Et puis là, on commence à voir le creux du masque. Mais on a des a priori très forts. Ben, qu'un visage, c'est en bosse et pas en creux, parce que
On n'a jamais vu de visage en creux. Hein. Et puis on a des a priori sur la lumière aussi. Donc que la lumière ne change pas, là, la lumière venait de là. Ah, tout d'un coup, elle vient de là. Elle a changé de côté. Ah, faut pas que je touche l'écran. On m'a fait la leçon qu'il ne fallait pas que je touche l'écran. Donc la lumière vient de là. Hop, elle vient de l'autre côté. Ça, c'est pas très normal non plus. Hein. La lumière, ça change rarement comme ça, en tout cas sans raison. Voilà, donc ces a priori sont tellement forts qu'on n'arrive pas à comprendre l'image. D'accord ? On n'arrive pas à vaincre des a priori. Mais en général, les a priori, c'est bien parce que ça vous aide à comprendre. Mais tout ce qui est illusion, bah, c'est quand vos a priori vous amènent à une fausse interprétation de ce que vous voyez. Et donc ça, les modèles probabilistes ont été très très largement utilisés dans les 20-30 dernières années en psycho et en neuro pour montrer des illusions comme ça. Faut que j'accélère franchement. Alors, très rapidement tout de même. On a fait des trucs sur l'écriture donc, et la lecture. Voilà. Donc l'écriture, il y a un truc, il y a plein de choses intéressantes, mais il y a quelque chose de formidable qui est ce qu'on appelle l'équivalence motrice. Donc vous avez appris à écrire avec votre main, et puis en fait vous savez écrire avec n'importe quelle extrémité de votre corps. Donc avec votre pied, mais aussi, alors ici il y a la main dominante, l'autre main, le coude, un bâton dans la bouche, je crois, comme ça. Et puis, je ne sais pas quel est le dernier, il était difficile celui-là. Hein. Et non seulement vous savez, mais en plus vous écrivez avec le même style, c'est-à-dire on reconnaît que c'est la même personne qui a écrit ces différentes choses. Donc ça, c'est un grand mystère parce que ça veut dire que quelque part, il y a une représentation motrice de l'écriture indépendamment de l'extrémité qu'on utilise. Pour les roboticiens, c'est un grand, grand mystère. C'est pas du tout comme ça qu'on fait quand on fabrique des robots. Puis il y a aussi d'autres choses un peu magiques qui sont le fait que on s'est rendu compte que quand on percevait quelque chose, donc typiquement pour la lecture, mais d'une manière générale, quand on percevait quelque chose qu'on sait faire, eh bien, il y a de l'activité dans les aires motrices. Donc ça a été fait en premier avec des danseuses. Donc vous mettez des gens sous un IRM et vous leur montrez des danseuses classiques. Et vous regardez les aires qui s'activent dans le cerveau. Moi, c'est encéphalogramme plat. Il n'y a rien qui s'allume, en tout cas pas moteur. Par contre, les danseurs et les danseuses, ils regardent ça, leurs aires motrices, le contrôle de leurs jambes, de leurs bras, de leurs doigts, c'est un feu d'artifice, alors qu'ils regardent, ils ne bougent pas, hein, ils sont dans l'IRM, ils regardent et leurs aires motrices sont activées. Alors pour l'écriture et la lecture, c'est pareil. Donc quand vous écrivez, vous avez des aires motrices qui s'allument. Ici, on vous fait lire des pseudo-lettres, c'est-à-dire des lettres d'un alphabet que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas écrire. Il ne se passe rien dans les aires motrices. Et là, on vous fait lire des lettres que vous savez écrire, et vous avez de l'activité dans les aires motrices. Donc ça veut dire que la perception et l'action sont intrinsèquement liées, et on a fait donc des modèles probabilistes. Alors, je ne vais pas vous... Oh là là, je panique, moi, avec j'ai un problème de contrôle moteur. Voilà. Bon, je ne vais pas vous détailler ça. Il y a la lecture, l'écriture, la simulation de l'écriture, les reconnaissances de lettres du scripteur. Bon, il y a plein de variables probabilistes pour essayer de faire... il y a eu plusieurs thèses là-dessus, hein, pour essayer de comprendre tout ça. Alors, je vais juste peut-être vous montrer ça, l'équivalence motrice, où on a fait écrire à un bras robot, et puis un robot, ça c'était la fille qui a fait cette thèse était aussi la directrice du club de robotique à Grenoble, et donc ils avaient construit pour les compétitions de robotique un petit robot
à 3 roues, mais qui peut, on appelle ça holonome, c'est-à-dire il peut se déplacer dans n'importe quelle direction. Hein, une voiture, c'est pas holonome. Hein. Vous ne pouvez pas faire votre créneau comme ça. D'accord? Vous êtes obligé de faire des manœuvres. Voilà. Mais on peut construire des robots holonomes, donc ils peuvent se déplacer comme ils veulent. Voilà. Et ben, voilà les écritures du bras simulé, du bras robotique et du robot holonome. Et donc, en plus, on fait écrire suivant le style d'un des personnes qui avaient servi à faire l'apprentissage. Et on voit bien qu'on a l'équivalence motrice entre ces différentes choses. Alors, récréation numéro 3. Ah, je vais vous remettre le son, là, peut-être. Je ne sais pas si vous allez entendre, mais... Alors, c'est en anglais, hein, mais... C'est pas grave, les paroles. Pas très grave. This afternoon was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Donc la vraie question, est-ce que vous avez noté les 21 changements? Voilà. Je ne sais pas combien vous en avez remarqué, si même vous en aviez remarqué. Mais... Alors j'aime bien la fin, parce que ce n'était pas du tout une expérience scientifique. En fait, c'est une pub. Look out for cyclists. Et c'est la régie de transport londonien qui a fait ça. Voilà, donc là encore, hein, quand notre attention en a un but, quoi, ben, on voit rien du reste, en fait. Hein. Là, c'est tout de même encore plus frappant que le gorille, je trouve, peut-être. Et puis, vraiment, vous pouvez le re-regarder. Ben, vous ne retrouvez pas les 21 changements. Hein, c'est vraiment hyper dur, quoi. Alors, j'en suis à 51 minutes. Je vais peut-être zapper ce que j'aimerais qu'on puisse discuter éventuellement un petit peu après. En plus, il est 6h30, oui. Bon, donc... beaucoup de gens se posent la question de savoir comment le cerveau pourrait faire du calcul probabiliste. Donc, il y a beaucoup de gens qui proposent, il y a toute une communauté qui propose des implémentations dans le système nerveux de modèles probabilistes. Et il y en a d'autres, dont nous, où on dit, mais peut-être que même des êtres beaucoup plus simples, donc j'en reviens à ma clamie, peuvent faire des calculs probabilistes. Alors, comme je veux aller très vite, c'est juste la signalisation cellulaire. Donc, c'est des réactions qui ont lieu à l'intérieur de chaque cellule entre des macromolécules et des messagers. Donc, les messagers, c'est des toutes petites molécules qui se baladent dans vos cellules et elles vont à des macromolécules. Donc, elles peuvent se déplacer à peu près partout. Et les macromolécules, elles ne se déplacent pas ou pas trop, mais elles peuvent changer d'état. Et donc, quand elles reçoivent des messagers, elles changent d'état, et puis elles réémettent d'autres messagers.
Donc ça ressemble à du calcul déjà. On ne sait pas quel calcul, mais ça ressemble à du calcul. Typiquement, pour fixer les idées, si vous voulez, les macromolécules, il y en a des très connus qui sont les canaux ioniques. Donc à la surface de chaque cellule, vous avez des petits canaux. Je crois que j'ai une photo juste après. Voilà, ça ressemble à ça. Là, c'est les atomes. Hein. D'accord ? Ça ressemble à ça. Et ça se ferme et ça s'ouvre. OK ? Et ça se ferme et ça s'ouvre en fonction des messagers que ça reçoit. Et puis, quand ça s'ouvre, ben, il y a des choses qui peuvent passer dans un sens. En général, c'est de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. Parce qu'ailleurs, il y a des pompes qui ressortent les trucs de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur. Voilà. Mais il y a plein d'autres macromolécules. Et donc, ça ressemble à faire du calcul d'une manière ou d'une autre. Alors, je vais juste vous convaincre de la puissance de calcul d'une simple cellule. En regardant les ordres de grandeur. Donc, je regarde une sphère qui, au lieu d'avoir la taille de ma cellule, a la taille de la tour Eiffel. Ben, un canal ionique, comme je viens de vous le décrire, c'est l'équivalent à la taille de cette sphère d'une pièce de 2 centimes d'euros. D'accord ? À la taille de cette sphère-là. Donc, sur une cellule, il y a de la place pour beaucoup de canaux ioniques. Et puis les messagers, c'est encore pire, d'accord ? Parce que les messagers, c'est plus petit. Et donc, à la taille d'une cellule qui aurait la taille de la tour Eiffel, eh bien, ça serait un simple grain de sable. Donc, il y a de la place pour beaucoup, beaucoup de messagers dans une cellule. Et tout ça est organisé de manière extrêmement complexe. Donc là, pour Clamy, vous voyez, c'est une petite partie de son cycle de production d'énergie. Chaque étape, ici, c'est une interaction entre des messagers et une macromolécule. Et vous avez des chaînes comme ça, des longues chaînes, avec des cycles de régulation qui permettent de produire l'énergie pour notre petite algue unicellulaire. Et ça n'est qu'une toute petite partie de sa signalisation cellulaire. Ah. Et elle est formidable, Clamy. Hein. Elle a son petit œil là, mais elle a aussi un groupe électrogène quand elle est en panne de lumière. C'est-à-dire que si elle est dans le noir, ben elle est capable de démarrer un autre système de production d'énergie qui, lui, est beaucoup plus basé sur la digestion, enfin, système général de digestion. Il y a des sucres, production de sucre, et puis elle brûle des sucres. D'accord ? Donc, quand il n'y a plus de lumière, hop, elle démarre un autre petit moteur. Elle a trois... Il ne faut pas que je vous parle de Clamy, parce que là, on y est encore à 10 heures. Bon, elle a 3 ADN différents tout de même. Hein. Extraordinaire. Nous, on en a 2, hein, parce qu'on a notre ADN de cellules. Mais on a les mitochondries qui sont un ADN particulier, qui est transmis uniquement par les lignées féminines, d'ailleurs, puisque ce n'est pas soumis au mélange de gènes pendant la reproduction. D'ailleurs, c'est très intéressant pour les paléontologues, parce que depuis qu'ils ont ça, ils peuvent retracer vraiment, il n'y a pas ce mélange, donc ils peuvent retracer des lignées à très long terme. Ils ont retrouvé qu'en Angleterre, dans le Sussex ou je ne sais pas où, il y avait actuellement des descendants des hommes préhistoriques qui vivaient là il y a 10 000 ans. Quoi. On voit la lignée directe entre eux, c'est ce qui est impressionnant. Les mecs n'ont pas bougé pendant 10 000 ans. Bon, je dérive complètement là. Oui, le troisième ADN, c'est que pour en fait fixer la lumière, c'est des sous-parties de la cellule, les chloroplastes, et qui ont leur propre ADN. D'ailleurs, on ne sait pas trop d'où il vient. Hein. Vraisemblablement de l'ingestion de quelque chose qui savait fixer la lumière. Et puis, plutôt que de le digérer et de le bouffer, la cellule a trouvé que c'était mieux de le garder et ils se sont mis à vivre en symbiose. Quoi. Je passe là-dessus. On peut montrer des équivalences mathématiques un peu entre les deux, hein, mais c'est assez faible encore parce qu'on peut montrer qu'ils peuvent faire le même calcul, mais on n'a aucune idée
de dire si on a ce calcul-là à faire, comment on peut le faire avec la signalisation cellulaire, ou inversement, si on voit une chaîne de signalisation cellulaire, quel calcul elle est en train de faire. On peut dire qu'ils font des choses qui se ressemblent, mais voilà, c'est une existence, c'est pas du tout constructif. Alors, je vais terminer juste, j'ai pas de transparent là, sur notre sujet actuel qui est les machines bayésiennes. Alors, c'est un peu la révolution dans le monde de l'informatique, hein. Pas les machines bayésiennes, mais de manière générale, il y a, disons, ce qu'on appelle rebooting computing. Vous allez avoir un exposé sur l'informatique quantique. Si vous voulez, quel est le problème? Le problème, c'est que eux, ils sont arrivés aux limites de leurs possibilités. Juste, on ne peut pas faire mieux, quoi. Enfin, avec la même architecture, on ne peut pas faire mieux. Tout simplement, pourquoi? Parce que les transistors, ils sont à la taille de 100 atomes actuellement, les plus petits. Hein. Donc, on ne peut pas faire plus petit. Enfin, peut-être un tout petit peu, mais la limite, on la touche directement. On n'est plus qu'un facteur 100 de la taille des atomes. Et puis, l'extraction de l'énergie, quand on arrive à cette taille, devient un vrai casse-tête. C'est-à-dire que vous avez toutes les chances, si vous faites plus petit, de faire fondre tout le truc. Vous n'arrivez plus à sortir l'énergie du circuit. Donc, on est arrivé aux limites. Donc, la réponse actuelle, c'est le multicœur. Mais enfin, le multicœur, c'est sympa, mais on multiplie la puissance par 4, peut-être par 8. Et encore, c'est pas vrai parce que la plupart du temps, nos logiciels, ils ne savent pas utiliser correctement le multicœur. Donc, vous avez 4 cœurs, mais il n'y en a qu'un qui marche. Voilà. Donc, on est aux limites. Donc, ça part dans tous les azimuts pour chercher des nouvelles architectures. Donc, il y a le quantique qui est assez proche de ce qu'on fait. Il y a aussi, si vous voulez, il y a aussi un problème de fond de l'informatique qui est la distance entre la mémoire et les opérations. C'est-à-dire que ce qui coûte très cher en temps et en énergie dans un ordinateur, c'est de transférer l'information d'un endroit à l'autre. Donc, vous avez votre GPU, alors le GPU, c'est un début de réponse, mais votre CPU, et puis, lui, il a quelques registres où il stocke l'information, mais en fait, la mémoire, elle est loin. Enfin, j'exagère, hein, mais elle est assez loin. Elle est à quelques millimètres. Et aller chercher l'information dans cette mémoire, la ramener, tout ça, ça consomme beaucoup d'énergie et c'est très lent. Donc, ce que cherchent aussi beaucoup de gens à faire, c'est à rapprocher la mémoire et les opérateurs, avoir de la mémoire qui est distribuée au plus près des calculs qu'il y a à faire. Mais c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Et donc, nous, on est un peu sur une piste différente qui est, on a dit, j'ai essayé de vous convaincre et nous, on en est persuadé que les probas, c'est super, c'est 100 fois mieux que la logique, etc. Mais alors, allons jusqu'au bout du raisonnement, c'est-à-dire que plutôt que de construire des machines fondées sur la logique et au plus bas, hein, les portes, c'est des opérateurs logiques, ça prend des 0 et des 1 et ça produit des 0 et des 1. On se dit, est-ce qu'on peut faire de l'électronique qui soit fondée sur les probas? C'est-à-dire qu'on est l'équivalent des portes logiques, mais qui travaillent directement sur des distributions de probabilités sur les bits. Et ça existe, au moins dans l'idée, avec des calculs stochastiques. C'est-à-dire qu'on fait directement des calculs sur des séries de bits aléatoires. À partir de là, il y a plein de possibilités d'architecture. Notamment, ce qu'il faut, c'est être capable de fabriquer des bits aléatoires en très grand nombre. Et pour ça, l'idéal, c'est d'avoir des sources physiques d'aléas. D'accord ? Là-dedans, on n'a pas de source physique d'aléas, on a des programmes mathématiques qui tirent des nombres aléatoires. C'est complètement différent d'une source physique d'aléas. Alors que les sources physiques d'aléas, en fait, il y en a plein, surtout en électronique, parce que dès que vous avez quelque chose d'assez petit, il faut faire des très gros efforts pour que ça soit un 0 ou une mémoire, par exemple, pour qu'elle reste à 1, qu'elle passe jamais à 0, c'est difficile. Et puis l'inverse, c'est difficile aussi.
Pourquoi? Parce qu'il y a tout un tas de sources de bruit, et en particulier, il y a l'agitation thermique. Quand on est à 100 fois la taille d'un atome, si vous voulez, tout ça, ça bouge dans tous les sens sous l'agitation thermique. Et donc, il peut se passer plein de choses à cause de l'agitation thermique. Donc, l'idée, c'est baisser les contraintes qu'on met à certains composants électroniques pour qu'ils se mettent à osciller et puis à nous produire des bits stochastiques dont on a besoin pour nos calculs. Bon, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, j'ai déjà largement trop parlé. Disons qu'on a un gros projet qui démarre là-dessus avec différents labos et pas mal de financement qui vient des industriels, qui va regrouper à terme 20 à 30 personnes, quoi. Donc c'est sympa, on va bien s'amuser. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, il y a un site web sur lequel il y a pas mal d'infos. Il y a 2 bouquins. Donc les bouquins sont très chers. Donc s'il y a des courageux qui veulent lire les bouquins, vous m'envoyez un mail et je vous envoie un PDF des bouquins. Mais il faut vraiment être courageux. Hein, non, pour les lire. Envoyer le mail, c'est facile. Recevoir le PDF, c'est facile aussi. Les lire, c'est un peu plus... Voilà. Et allez, un dernier pour la route. Pendant que vous posez des questions. Si vous avez des questions. Oui? La box, les gars. C'est le bouquin de 208 pages ou ça? Ah, pardon. Je pensais que c'était le buzz pour parler. Le bouquin de 208 pages? Que j'ai trouvé sur Google. Ou sinon, est-ce que vous pouvez donner votre email pour... Oui, il était sur le dernier transparent. Si vous pouvez remettre... pierre.bessière@imag.fr. Ok, parfait. Merci. Il n'y a pas d'S à Bessières. Oui, je veux bien. Oui, il n'y a pas d'S à Bessières comme dans le boulevard. Une question juste plus générale. Finalement, en quoi un neurone et une porte logique sont vraiment différentes, puisque en principe le neurone se déclenche si la somme de ce qu'il a reçu dépasse le seuil d'action. Donc, quelle est la grosse différence entre les deux? Alors, ça c'est le neurone virtuel. Hein? D'accord. Le neurone réel, il ressemble à Clamy. D'accord? C'est-à-dire que pourquoi il fait tous ces calculs que dans les réseaux de neurones artificiels, on résume à des sommes et une fonction non linéaire pour seuiller. Lui, c'est pas ce qu'il fait. D'accord? Lui, il reçoit en moyenne, il faut savoir tout de même qu'on a 10 puissance 11 neurones dans le cerveau. 10 puissance 11, c'est le chiffre magique. Il y a 42 et il y a 10 puissance 11. 10 puissance 11, donc on a 10 puissance 11 neurones dans le cerveau. Il y a 10 puissance 11 étoiles dans le système solaire. Et il y a 10 puissance 11 galaxies dans l'univers. Et on n'est sûrement pas tout seul dans tout ça. Voilà. Et donc, il y a 10 puissance 11 neurones. Ils reçoivent, en gros, des messages de 10 000 autres neurones. 1000 à 10 000 autres neurones. En moyenne, parce que c'est très variable suivant les neurones, les aires, etc. Chacune de ces connexions, avec les 10 000 connexions, c'est en fait une synapse. Donc, vous avez un signal électrique qui arrive. Il y a libération de messagers, les messagers dont je parlais tout à l'heure, dans une toute petite fente entre celui qui arrive et puis celui qui reçoit. Et puis, il y a interaction avec des canaux ioniques, des messagers les canaux s'ouvrent, il y a un flux d'ions qui rentre, en général du calcium, mais ça peut être... Il y a plein de trucs différents. Voilà. Et ensuite, on est à l'intérieur du neurone et il se présente des trucs aussi complexes que la signalisation cellulaire que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord ? Donc, d'ailleurs, c'est pas étonnant qu'un neurone, ça ressemble à Clamy, parce que ça n'est qu'une version un peu plus moderne de Clamy. Au lieu de nager, il envoie des signaux au suivant. Et en échange, l'organisme qui en profite lui amène directement la nourriture.
d'accord? Il lui amène le sucre à domicile. Donc il n'a pas à nager, on lui amène la nourriture, mais il fait un boulot. Et donc voilà, les réseaux de neurones formels et les vrais neurones, c'est tout de même extrêmement différent. Et les vrais neurones, on commence à savoir beaucoup de choses dessus, mais vraisemblablement, ils font des calculs beaucoup, beaucoup plus compliqués, en tout cas pour certains. Alors après, même les neurones formels et les portes logiques, c'est pas tout à fait pareil, parce que déjà, il y a la capacité d'apprentissage, qui en gros n'existe pas dans les portes logiques. On peut la construire dessus, mais dans la porte logique, elle n'existe pas. Dans le neurone formel, elle est d'une certaine manière intégrée au modèle, c'est-à-dire qu'il y a différents types d'apprentissage possibles qu'on peut mettre dans les neurones formels, mais en général, ils modifient les poids de leurs entrées en fonction de leurs expériences. Voilà, très grossièrement, c'est ça l'idée. Donc ça, c'est une des grandes dimensions qu'il n'y a pas dans le neurone dans les portes logiques pris brutalement. Oui. Oui, oui. Le cube. On peut imaginer que si l'architecture de tous les ordis change, déjà tout ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de programmation va changer. On va passer sur des langages déclaratifs et probabilistes. Et est-ce qu'on peut, enfin probablement quoi, ça risque de changer. Très riche, hein, si ça arrive, je serais riche. Tant mieux pour vous. Est-ce qu'on peut aussi imaginer que du coup on va, grâce à ce genre d'architecture, être beaucoup plus performant pour décrire des phénomènes qu'on arrive aujourd'hui pas assez bien à décrire, parce que l'architecture elle-même sera bien faite pour ça. C'est ce qu'on espère. Après, d'une part, il y a plein de gens qui travaillent dans tout un tas de directions. On n'est pas sûr du tout d'avoir la bonne. Hein. Et puis ensuite, faut voir la quantité d'efforts en homme-année depuis la création du transistor qui a été mis pour arriver à ça. Hein. C'est des millions d'hommes-années. Donc, il y a une qualité d'ingénierie extraordinaire. Donc, quand vous proposez des nouvelles architectures face à des architectures abouties comme ça, vous êtes très, 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 très loin du but parce que vous n'avez pas cette ingénierie. Donc, la seule chose que vous pouvez essayer de faire, et ce que font tous les gens qui proposent des nouvelles architectures, c'est de dire « Ah, je peux faire des trucs super avec ça, regardez », et puis de convaincre de plus en plus de gens de le faire. C'est ce qui est en train de se passer avec le deep learning. D'accord ? Donc le deep learning, ils ont convaincu plein de gens parce qu'ils ont fait un certain nombre de démonstrations tout à fait impressionnantes. Et donc il y a une vague du deep learning. Ça ne résoudra pas tous les problèmes, hein, très, très certainement. Mais c'est très intéressant. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui... Le nombre, si vous voulez, la force de travail est quelque chose de très important dans l'ingénierie. Le nombre d'heures consacrées à faire les choses est fondamental. Voilà. J'ai 3 questions. La première, c'est quoi la différence entre justement la logique bayésienne ou les maths bayésiens et les maths floues, la logique floue? La deuxième, c'est... Attends, je vais répondre à celle-là d'abord. Là, tu poses une question, là. On se déteste. Hein. Pas toi, mais entre logique floue et probabiliste, voilà. Non, je rigole, mais c'est à moitié vrai, c'est-à-dire qu'il y a des guerres comme ça, hein, ouvertes. Il y a un théorème qui s'appelle le théorème de Cox, qui part de 4 postulats sur ce que doit être le raisonnement rationnel. D'accord ? Okay. Je ne vais pas énumérer les 4 postulats, mais c'est assez simple. Hein. Voilà. Et ce théorème montre que, en fait, seules les probabilités répondent à ces 4 postulats. C'est la seule solution mathématique. Enfin, on peut être entre 0 et plus l'infini au lieu d'être entre 0 et 1, des variations comme ça. Mais en gros, c'est la seule solution viable. Et donc, les gens qui roulent pour les probabilités
se tournent vers ceux de la logique floue et disent regardons chez vous quel est le postulat qui est enfreint. Alors là, ça devient un peu plus compliqué parce qu'en fait, la logique floue, c'est un ensemble de techniques mathématiques différentes. Mais souvent, le postulat qui est enfreint est un peu gênant. C'est le postulat qui dit que si je calcule la même chose de deux manières différentes, j'obtienne le même résultat. D'accord ? Ce qui est vrai avec l'algèbre en général. Hein. Je peux organiser mes opérations dans n'importe quel ordre. Sauf avec le calcul matriciel. C'est vrai avec le calcul matriciel aussi, oui. Justement, non. A fois B, c'est pas égal à B fois A, c'est pas commutatif. Ah non, mais il faut calculer la même chose. Ah oui, d'accord. Enfin, pas avec la même méthode, mais il faut chercher à obtenir le même résultat, quoi. Et voilà, en logique floue, c'est pas toujours le cas. Enfin, pour certaines techniques de logique floue, c'est pas toujours le cas, voilà. Et à partir de là, on peut s'engueuler pendant des heures. Ok, deuxième question, c'était, on parle de machine à 2 états, mais moi je me connais un peu en électricité. On sait très bien qu'on a 3 états, on a le plus, le 0 et le moins. Alors pourquoi on n'a jamais créé de machine dès le départ qui utilisait la tension négative? Et du coup, la troisième question, j'enchaîne direct, parce que c'est la même chose. Ah bon? C'est... aujourd'hui, on a nos transistors qui fonctionnent dans le mode saturé. On peut pas, comme vous le disiez tout à l'heure, si on veut avoir une gate, enfin pas une gate, mais une porte qui puisse sortir des valeurs entre 0 et 1, on a juste à se mettre dans la zone de linéarité du transistor, et en jouant sur la tension de gate, on devrait pouvoir arriver à faire ça assez facilement, non? Alors, c'était quoi la deuxième question? Pourquoi pas utiliser les tensions négatives pour coder 3 états? Oui, les 3 états. Je crois il y a eu plein de tentatives de fait autour de ça il y a très longtemps déjà. Je ne sais pas, mais il me semble qu'il y a eu plein de choses qui ont été faites autour de... D'abord, sur les logiques à 3 états, ça, je suis sûr qu'il y a plein de choses qui ont été faites. Même en électronique, je pense qu'il y a des choses qui ont été faites, mais là, l'électronique, je sors largement de mon domaine de compétences tout de même. Et sur la troisième question, donc je suis en dehors de mon domaine de compétences, mais tout de même, je travaille avec des gens de ce style. En fait, c'est un des mouvements actuels qui est d'utiliser des processus physiques pour faire des calculs plus compliqués de tout un tas de manières. Donc nous, on a nos générateurs de bits aléatoires, mais les gens avec qui on travaille, par exemple, ils font des memory store. Donc c'est utiliser des transistors qui ont toute une gamme d'états et qu'on sait mesurer. Donc ils font des neurones artificiels avec des memory store. La nouvelle mode, c'est les skyrmions. Donc les skyrmions, c'est à peine s'ils en ont vu, mais ils savent que ça existe. Donc c'est des petites bulles d'électrons dont les spins sont alignés. Et ces petites bulles d'électrons, elles se comportent comme des boules de billard. Donc à l'intérieur, quand elles se déplacent, si elles se cognent, elles rebondissent l'une sur l'autre. Elles vont rebondir sur les murs, enfin les murs, les parois, hein, tout ça évidemment à l'échelle nanoscopique. Et les gens réfléchissent à faire tout un tas de calculs avec les skyrmions, mais c'est vraiment balbutiant puisque, je vous dis, c'est tout juste si on les a observés. Je crois qu'ils commencent à avoir quelques images de skyrmions, mais voilà. Nous, on a travaillé avec eux sur les skyrmions pour faire de la décorrélation temporelle. Alors, si vous voulez, quand on fait juste en un mot, quand on fait du calcul stochastique, il y a un énorme problème qui est la corrélation temporelle entre les signaux. Si vous voulez, si vous avez deux signaux de chaîne de bits stochastiques, où le nombre de bits à 1 représente la probabilité, que vous faites une porte-hande entre les deux, vous avez fait le produit des probabilités. C'est super, une porte-hande vous fait un produit. Le seul problème, c'est que s'il y a la moindre corrélation temporelle entre les deux, vous êtes mort. Parce que s'ils sont parfaitement corrélés, vous récupérez en sortie la même série que les deux en entrée.
Et s'ils sont parfaitement décorrélés, vous récupérez 0 en sortie. Donc vous ne faites plus du tout un produit. Donc il faut que ça soit décorrélé. Et donc décorréler des signaux temporellement, c'est a priori un problème très compliqué à faire algorithmiquement. La nature sait faire ça naturellement par la diffusion. Donc à l'intérieur de nos petites cellules là, de tout à l'heure, les messagers, ils ne vont pas tout droit vers la macromolécule qui va les recevoir. Ils se baladent à travers la cellule en rebondissant, en faisant des chemins compliqués. Et du coup, ils sont décorrélés temporellement à l'arrivée. Si on met un buffer, c'est pareil. Il y a pas de temps de propagation de la gate, il sera pas nul. Pardon ? Si on met un buffer entre les deux, si vous avez votre canal qui va tout droit vers la prochaine gate et que le même signal il passe. Non, parce que combien de temps il passe Non, parce que la porte elle aura forcément un temps. Non, parce que il faut vraiment que ça soit décorrélé. Et en gros, quel que soit le ralentisseur que vous allez mettre, ben, vous allez ralentir, mais avec une structure, c'est-à-dire que vous allez changer la corrélation temporelle, vous allez éventuellement la diminuer, mais vous allez de toute manière en retrouver une. Enfin, on peut y arriver, mais c'est très très difficile à faire avec de l'électronique pure. Voilà, donc les skirmions peuvent servir à ça, on espère. Je pense qu'il faut que j'arrête. Hein, c'est ça ? Juste, vous avez vu là ? Il s'est passé quoi ? Oui, mais il s'est passé quoi ? Non, c'était un film. Hein. Je sais pas si je vais y arriver. Voilà, ça passe du rouge. Bon, là c'est en panne carrément, mais ça passe du rouge au bleu et on ne s'en rend pas compte en fait. Là, ça marche. Ouais. Ben écoutez, merci.